toujours de vouloir, je reviens cette fois-ci à la peinture, parce que voilà, les artistes veulent, dans un certain sens, toujours toucher l'invisible ou sortir des terrains battus, sortir de l'institution muséale, sortir du cadre même. Et ce qui se passe en 1946, c'est un petit peu cette même démarche faite par Bayeux au Parc Lin, à quelques années avant, bien sûr, mais dans un certain sens, c'est une forme de réappropriation de l'espace et aussi de la matière même, de la surface même utilisée. C'est ce qui se passe avec le Manifesto Blanco du 1946, où voilà, Lucio Fontana parle de spatialisme, d'une nouvelle forme d'espace, et il définit ça pas non plus comme sculpture ni comme peinture, mais comme des milieux spacieux, comme des concepts spatiaux, des structures, des néons. Et l'idée, c'était véritablement de pouvoir percer cet espace, d'aller au-delà d'une nouvelle, s'approprier d'une nouvelle dimension et aller au-delà de la surface plate de l'image. Donc, qu'est-ce qu'il fait Lucio Fontana, comme il faisait aussi Bourri? Il va au-delà même de la surface de l'œuvre, il la déchire et il ouvre une nouvelle, voilà, une nouvelle notion de support même. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dans ces tableaux, qui sont des peintures ou des sculptures, il y a une notion qui est pour moi très intéressante, c'est la notion du temps. Par exemple, l'œuvre qu'on a face à nous, c'est une œuvre qui s'appelle L'attente. Et de par cette déchirure sur la toile, on a véritablement cette traduction de l'aspect temporel d'une attente de quelqu'un. Cette idée d'espace, cette idée de se libérer de la surface jusqu'à arriver au moment où l'artiste se libère des murs du musée et arrive pour moi, là, on est dans l'entropie architecturale, alors que dans Bourri, on était dans l'entropie, la fragilité de la matière picturale. Là, dans la spirale Getty, réalisée en 1970 par Robert Smithson, on est véritablement sur l'idée de l'éphémère au proprement dit, c'est-à-dire l'artiste a une perte complète de la maîtrise vis-à-vis de son œuvre. Pourquoi? Parce que son œuvre, tout d'abord, elle est composée d'une matière naturelle, c'est un lac salé. Ce lac salé, il apparaît, ce lac salé disparaît, donc aucune maîtrise, mais voilà, l'idée de vouloir profiter d'un paysage et de vouloir en faire une traduction formelle et poétique. J'ai pris aussi un exemple un petit peu plus récent d'un artiste qui s'appelle Andrew Roger, qui en 2004 réalise en fait une sculpture avec le sable du désert. Et c'est une forme aussi intéressante de réappropriation d'une matière qui finalement est très difficile à maîtriser, c'est le sable du désert, et il décide d'en faire une architecture que vous voyez ici. Après, je voulais vous parler aussi d'une autre matière qui est assez intéressante, c'est une matière qui engendre aussi une autre chose qui est celle de l'identité, de l'où je suis, et qui est utilisée par les artistes parfois pour démultiplier l'espace, comme c'est le cas dans cette installation réalisée au CAPC de Bordeaux pendant les années 90 par Daniel Buren. L'idée du miroir, c'est l'idée de se refléter, de démultiplier l'espace, de créer plusieurs espaces, mais ces espaces finalement ne sont pas des espaces réels. On pourrait parler là même presque de réalité virtuelle dans un certain sens, en tout cas la première forme, puisque
face à un miroir, on se pose la question, mais où est-ce que je suis? Je suis là-bas, je suis à l'intérieur, je suis à l'extérieur. Cet exemple de Dan Graham me semble assez intéressant, puisque c'est un artiste qui s'est beaucoup posé la question de l'espace, en tout cas de la démultiplication de l'espace de par le miroir. Et là, on arrive plus ou moins à cette reprise du catalogue de Jean-François Lyotard et des immatériaux. Je vous ai mis une page où il parle véritablement de lumière dérobée, de cette idée de vouloir introduire à l'intérieur d'une exposition, pas seulement de la peinture, mais aussi une relecture d'une interface, par exemple, lumineuse. Ce qui est intéressant à l'intérieur de cette exposition, et je vous conseille vraiment vivement de lire le catalogue, puisque à l'époque, l'exposition, elle n'a surtout pas été comprise par les visiteurs, bien sûr, parce qu'en fait, il y avait déjà en 1985, de la part de Jean-François Lyotard, qui était pour moi un véritable visionnaire, déjà une réflexion sur ce qui est le réseau, le net d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça a été la première exposition où on a d'ailleurs présenté des œuvres d'art sur Minitel. Et sur cette idée d'interface, d'utilisation des matières de façon différente et surtout de communication par la forme même qui est à la base de l'interface Internet, qui est l'hypertexte. Et c'est comme ça qu'il se suit, en fait, quand vous lisez le catalogue, qu'il se suit le catalogue. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à l'intérieur de l'exposition même de Lyotard, il y avait Dan Flaving, puisque Dan Flaving, c'est un des premiers artistes qui intègre une réflexion autour de cette chose très dématérialisée, très immatérielle, qui est la lumière. Pour vous montrer un autre exemple aussi intéressant de cette dématérialisation d'une sensation, d'une interface lumineuse, je voulais vous présenter aussi un autre exemple qui est un projet assez intéressant de Bruce Newman. En fait, il s'agissait d'un étroit couloir et au bout de ce couloir, il y avait une lumière qui éclairait. Et voilà, quand on parle d'immatériaux, d'immatériel, de quelque chose d'impalpable, forcément le souffle, forcément l'air, forcément cet exemple de Marcel Duchamp est assez intéressant, puisque c'est à la fois un exemple très concret, puisqu'il s'agit de vouloir emprisonner l'air de Paris dans une ampoule, mais qu'à la fois est un exemple assez conceptuel, puisque cet air de Paris, voilà, cette ampoule, sa fragilité peut se casser, elle peut disparaître, etc. Toujours cette idée de quelque chose de dématériel, donc de souffle. Je voulais vous citer également un très bel exemple de Piero Manzoni, qui est le souffle de l'artiste, qui fait bien évidemment un clin d'œil à Duchamp, et qui gonfle un ballon, et qui garde le souffle de l'artiste. Et bien évidemment, il y a une lecture très ironique, puisque les œuvres d'art de Piero Manzoni sont très ironiques. Quelques années après, Michel Blasi, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait en fait Air de Paris, il réalise la pluie d'air, qui est une pluie qui est faite à la base de colle noire qui descendent du plafond. Et donc, une double référence bien sûr à Marcel Duchamp. Pour ce qui est du matériel, de l'impalpable, de quelque chose de difficile à maîtriser, je voulais vous parler aussi de l'expérience assez étonnante